Le serveur s'arrêta au milieu de la salle, comme si le temps s'était figé. Le cliquetis des tasses, le murmure des conversations, et même l'odeur du café chaud s'évanouirent un instant. Il tenait la tasse à deux mains, les yeux rivés sur la petite étiquette imprimée, mon nom. Un nom qui semblait porter un poids que lui seul comprenait. À cet instant précis, je sus que quelque chose allait ressurgir du passé, quelque chose que j'avais moi-même enfoui avec le plus grand soin. Je voulais juste un café. Une pause entre deux réunions, un moment de répit avant d'affronter le reste de la journée. Mais ce simple geste s'est transformé en miroir. Et le reflet que j'y ai vu n'était pas seulement celui d'une femme fatiguée, mais celui de quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, était sur le point de rouvrir une vieille blessure. Le regard du serveur vacilla. Je reconnus la peur dissimulée dans l'hésitation de ses doigts. Ce n'était pas seulement de l'étonnement. C'était comme si le nom écrit sur ce bout de papier était un mot de passe, un rappel, un fantôme. Pour qui me prenait-il? Ou pire, que savait-il de moi? Il y a des choses que l'on croit avoir laissées derrière soi, mais qui persistent, comme une odeur de café brûlé tenace. Parfois, le destin choisit le moment le plus banal pour nous confronter. Et alors, le cœur comprend avant la raison, le danger est de retour. À cet instant, tout en moi hurlait en silence. Chaque détail autour de moi semblait chargé de sens. Midi sonnant, le son lointain d'une cloche, le murmure des gens. Une scène ordinaire, certes, mais sur le point de devenir le théâtre d'une révélation. J'inspirais profondément, savourant l'amertume de l'appréhension. J'essayais de sourire, mais le serveur resta immobile. Il me fixait, comme s'il découvrait quelque chose d'inapproprié. Un nom interdit, un secret dévoilé. C'est alors que je compris, ce qu'il savait pouvait tout changer. Et si le passé décidait de revenir me hanter maintenant, juste au moment où je croyais enfin avoir pris un nouveau départ? Ce moment s'éternisa. Le serveur tenait toujours le verre, et je voyais la sueur perler le long du plastique transparent. Il tenta de la dissimuler en ajustant son tablier, mais le léger tremblement de ses mains le trahit. Je sentais le poids des regards autour de moi, intrigué par ce qui semblait n'être qu'un simple retard de livraison. Mais il y avait là quelque chose d'invisible, un fil tendu reliant le passé au présent, et j'étais pris au piège. J'ai pris la tasse lentement, observant mon nom imprimé en lettres fermes. C'était le même nom que j'avais tenté d'effacer de tant de documents, de contrats, de récits. Le même nom qui me rappelait une époque où être vu signifiait souffrir. J'en ai perçu le goût métallique avant même la première gorgée. Car, parfois, le goût du souvenir est plus fort que celui du café. Il me fixait toujours, immobile. C'est alors que j'ai remarqué un détail, l'étiquette avec mon nom accroché à sa poitrine. Son nom de famille. Le même nom de famille que quelqu'un que je n'avais pas vu depuis plus de 30 ans. Et, un instant, j'ai eu le souffle coupé. La vie est pleine de cruelles ironies. Juste au moment où l'on croit avoir surmonté ses blessures, le destin remet sur le chemin de celui qui porte le même sang que celui qui nous a fait souffrir. C'était comme si le passé revenait réclamer des comptes, non pas par des cris, mais dans le silence d'un regard. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Le café dégageait une atmosphère accueillante, avec le ronronnement incessant de la machine à expresso, le doux parfum des gâteaux et cette tranquillité trompeuse. La lumière inondait la pièce, dorant tout, et pourtant, intérieurement, tout était gris. À chaque respiration, je tentais de dissimuler le souvenir qui s'obstinait à se former. Sa voix, froide, autoritaire, me disant que je ne serais jamais assez bien pour porter ce nom. Mais à présent, c'était là, en lettres capitales, imprimé sur une vitre que toute la salle pouvait voir. Et ce qui avait été une source de honte commençait à prendre une autre saveur. Celle de la survie. Celle d'un retour inattendu. Pendant quelques secondes, j'ai songé à me lever, à tout laisser là, à disparaître. Mais quelque chose persistait en moi. Une force ancienne et discrète dont je me souvenais à peine. Peut-être était-ce le même instinct qui m'avait poussé à continuer quand le monde avait tenté de m'anéantir. Ou peut-être était-ce simplement le désir d'enfin tout affronter sans peur, sans fuite, sans masque. Tandis qu'il me regardait, je compris que son regard n'exprimait pas seulement de l'étonnement. C'était de la reconnaissance. Peut-être du regret. Peut-être de la peur. Je n'en étais pas encore sûr. Mais il y avait quelque chose dans cette expression qui exigeait une explication. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. La vie m'offrait un choix. Je pouvais ignorer ce que je ressentais et continuer comme avant, ou bien découvrir enfin la raison de ce silence pesant. J'ai porté le verre à mes lèvres et pris la première gorgée. Le goût était amer, fort, presque agressif.
Mais c'est dans cette amertume que j'ai senti naître quelque chose. Pas encore de vengeance. Juste une prémonition. Beaucoup de ceux qui me suivent ici le savent. Il y a des moments où la vérité se révèle dans les gestes les plus anodins. Et c'est pourquoi tant de personnes choisissent de rester, suivant chaque révélation, chaque fragment d'histoire qui, d'une certaine manière, leur appartient aussi. Tandis que le café brûlant coulait dans ma gorge, je me retournai vers lui. La tension semblait monter. Et avant que je puisse réagir, il fit un pas en avant, ouvrit la bouche et prononça mon nom complet à voix haute. C'est avec ce son que tout a commencé à changer. Quand il a prononcé mon nom à voix haute, l'air a semblé se fendre en deux. Le son a déchiré la pièce comme une fissure, perçant le murmure des conversations et le cliquetis des cuillères sur la porcelaine. Certains clients ont levé les yeux, d'autres ont fait semblant de ne pas entendre, mais j'en ai ressenti l'impact direct sur ma poitrine. Cette voix tremblante, mais ferme, portait en elle quelque chose que je ne savais dire si c'était de la culpabilité ou un souvenir. Il paraissait si jeune, et pourtant son regard était empreint d'une gravité ancestrale. Le même poids que la vie laisse sur ceux qui ont hérité d'une histoire qu'ils n'ont pas choisie. Et c'est là que j'ai compris. Il n'était pas qu'un simple serveur. Un lien invisible, hors du temps, nous retenait là, sous le regard de tous. Le café refroidit entre mes doigts, mais je ne pouvais lâcher la tasse. Des gouttes de condensation ruisselaient, traçant de minuscules sillons sur ma peau, chacune semblant raconter un fragment de mon histoire. 30 ans se sont condensés en cet instant. 30 ans de silence, de fuite, de noms échangés et de portes closes. 30 ans à essayer de ne laisser aucune trace et pourtant, c'était justement le fait d'être reconnu qui me libérait désormais. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait d'effrayer quelque chose de fragile. Mais il n'y avait plus de fragilité en moi. Seulement de la fermeté. Une fermeté calme, forgée par le temps et la douleur. Lorsque nos regards se croisèrent, je vis en lui un reflet déformé du passé, le même regard qui m'avait jadis jugé, désormais dans un autre visage, plus jeune, plus vulnérable. « Vous l'êtes » commença-t-il, mais sa voix trembla. Je l'ai simplement regardé fixement. Je n'ai ni confirmé ni infirmé. Parfois, le silence est la réponse la plus éloquente. Un souvenir a ressurgi en moi. Un petit bureau, la froide lumière du matin filtrant à travers les persiennes, le bruit sec d'une plume signant ma démission. Et sa voix, celle de l'homme qui portait le même nom de famille que ce jeune homme, disant que l'entreprise avait besoin d'une image plus appropriée. C'est ainsi que j'ai perdu tout ce que j'avais construit. Mon travail, ma réputation, ma tranquillité. Et maintenant, des décennies plus tard, le destin me renvoyait ce même nom, sous une autre forme. Je me demandais si c'était une coïncidence ou la justice immanente. Le jeune homme prit une profonde inspiration et dit quelque chose qui me fit frissonner. Mon père a parlé de toi toute sa vie. Le sol sembla disparaître un instant. La pièce tourna lentement sur elle-même, et les mots résonnèrent, froids, comme un rappel de ce que le temps ne peut effacer. Il a dit que vous lui aviez gâché la vie. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement de la confusion. Et derrière cette confusion, un appel silencieux à la vérité. Je l'ai observé un instant qui m'a paru interminable, et quelque chose en moi a changé. La douleur, qui avait été un couteau, est devenue un miroir. Son visage tremblait, tiraillé entre le devoir et le doute. Je voyais la guerre qui faisait rage dans ses yeux, le fils fidèle contre l'homme curieux. Et c'est dans ce conflit que je trouvais une étrange forme de paix. Car je savais que la vérité, tôt ou tard, finit toujours par éclater. La lumière de l'après-midi commença à changer, projetant de longues ombres sur les tables. Les conversations reprirent, mais le son semblait lointain, étouffé, comme si nous étions isolés dans une autre dimension. À l'intérieur, le temps s'écoulait à un rythme différent. J'ai porté la tasse à mes lèvres une fois de plus, même si le café était déjà froid. J'avais besoin de quelque chose pour me rappeler que j'étais encore là, vivante. Chaque gorgée me ramenait à la réalité. Et, dans cette réalité, il y avait un garçon qui portait le même nom de famille que celui qui m'avait effacé maintenant, devant moi, sans savoir ce qu'il avait réellement hérité. Il tenta de parler à nouveau, mais sa gorge le lâcha. Moi, en revanche, je sentais quelque chose grandir en moi. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus lucide. La prise de conscience que ce moment n'était pas une punition, mais une chance. Le silence entre nous devint pesant, presque sacré. Jusqu'à ce qu'il baisse les yeux, gêné, et murmure quelque chose que je pus à peine entendre. Je ne savais pas que tu étais encore en vie. Cette phrase m'a blessé plus profondément que n'importe quelle insulte. Car l'oubli est une mort lente.
Mais être ainsi hanté, tel un fantôme qui revient sans cesse, était une épreuve que j'apprenais encore à supporter. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi. Le soleil se couchait déjà et les ombres des chaises dessinaient des motifs sur le carrelage. J'ai songé à me lever, mais mes jambes refusaient d'obéir. Un pressentiment me disait que cette réunion n'était pas encore terminée. Parce que parfois, la vérité met du temps à éclater. Et je sentais avec la lucidité de quelqu'un qui a trop souffert qu'il lui cachait encore quelque chose. Quelque chose qui pouvait changer non seulement mon passé, mais aussi notre destin à tous les deux. Cette phrase, « Je ne savais pas que tu étais encore en vie », planait comme une feuille qui refuse de tomber. Le silence qui suivit était si pesant que même le bruit de la machine à café sembla s'estomper. J'observais son visage, trop jeune pour porter ce fardeau de culpabilité qui n'était pas le sien. Il me regarda comme s'il tentait de reconnaître un vieux portrait, celui d'une personne évoquée dans des histoires qui ne se sont jamais vraiment réalisées. J'inspirai profondément et sentis la chaleur du café se mêler au doux parfum des tartes qui sortaient du four. Le contraste était cruel, l'odeur du quotidien tentait de masquer l'amertume des vieux souvenirs. Et, un instant, je me demandais s'il savait ce que son père avait réellement fait. S'il connaissait la vérité derrière l'histoire qu'on lui avait racontée toute son enfance. Car les enfants héritent de bien plus que de simples noms de famille. Ils héritent aussi de versions. Des mensonges savamment orchestrés, répétés tant de fois qu'ils deviennent aussi solides que la pierre. Et moi, là, n'était que l'ombre d'un récit qu'il fallait déformer pour pouvoir continuer à dormir en paix. Mon regard se porta sur la fenêtre. Dehors, le soleil filtrait à travers la vitre d'une lumière dorée, et des particules de poussière dansaient dans l'air comme de minuscules fantômes. Je repensais à toutes ces fois où j'avais rêvé de retrouvailles, mais pas comme ça. Pas avec ce fils qui m'avait volé ma dignité d'une signature froide et d'un sourire forcé. Il me regardait en silence, attendant que je dise quelque chose. Je voyais son angoisse dans le mouvement de ses mains, tantôt crispées sur son tablier, tantôt passant ses doigts dans ses cheveux. Il y avait du regret, même s'il n'en comprenait pas la raison. Et c'était peut-être ce qui faisait le plus mal. Réaliser que la culpabilité change parfois de visage, mais qu'elle demeure. « Qu'est-ce qu'il t'a dit à mon sujet ?» ai-je demandé, et ma voix était plus ferme que je ne l'aurais cru. Il hésita. « Que tu l'avais trahi. Que tu avais menti. Que tu l'avais détruit. » Les mots tombaient un à un, avec précaution, comme s'il en doutait lui-même. J'ai esquissé un sourire. Non pas un sourire ironique, mais un sourire de reconnaissance. C'était la même version que le monde avait choisi de croire. Car il est plus facile de condamner une femme silencieuse que d'affronter la vérité concernant un homme puissant. Le souvenir m'est revenu en mémoire d'un coup, le bureau, les portes closes, les conversations étouffées. La rumeur qui s'est répandue comme une traînée de poudre, les regards des collègues, les chuchotements dans le couloir. Personne ne m'a demandé ma version des faits. Personne ne voulait la connaître. Il était plus simple de croire la sienne. J'ai regardé le garçon et, pour la première fois, j'ai éprouvé de la pitié. Non pas pour moi, mais pour lui. Pour avoir grandi en croyant à une histoire inventée de toutes pièces pour protéger un coupable. C'était comme voir quelqu'un tenir le portrait d'un homme qui n'a jamais existé. Et lui, est-il vivant ? ai-je demandé, brisant le silence. Il baissa les yeux en murmurant quelque chose que j'ai à peine entendu. Non. Il est parti il y a 2 ans. Un frisson me parcourut l'échine. Un instant, je sentis le sol se stabiliser sous mes pieds, comme si le poids que j'avais porté si longtemps commençait à se dissiper. Mais ce soulagement s'accompagna de douleur. Non pas pour ce qui était perdu, mais pour ce qui ne pourrait jamais être dit. Il a poursuivi. Avant de mourir, il a mentionné le nom de cette dame. Il a dit qu'il le regrettait. Mais il n'a jamais dit pourquoi. Ces paroles me transpercèrent comme un vent glacial. Je repensais à toutes ces nuits passées en silence, la gorge serrée par des vérités que personne ne voulait entendre. À présent, le regret arrivait trop tard, apporté par un messager qui ignorait même ce qu'il transportait. Un instant, j'ai eu envie de pleurer. Mais les larmes ne sont pas venues. Juste une sensation étrange et calme, comme si le temps m'invitait à écouter avant de juger. J'ai regardé ce garçon et, au lieu de voir le passé, j'ai vu une chance. Un pont. Peut-être que ce que j'appelais justice n'était pas une question de punition, mais de laisser la vérité se manifester. De lui rendre ce que son père lui avait volé, la réalité. C'est à ce moment précis que beaucoup ressentent le besoin de soutenir cette cause, témoignant ainsi, en silence, de l'impact du message. Car lorsque la vie ferme les yeux sur l'injustice, il faut parfois que d'autres les gardent ouverts. Il s'approcha un peu,
incertain de pouvoir le faire. Les bruits de la rue semblaient lointains. Et dans l'espace entre nous, suspendu comme un secret sur le point d'être révélé, je sentais que quelque chose d'encore plus important allait se produire, quelque chose qui changerait non seulement mon histoire, mais aussi la sienne. Il se tenait là, devant moi, les yeux embués de larmes et le souffle court, comme s'il venait de soulever un poids insoutenable. Il y avait dans son regard une sorte d'enfance, un mélange de culpabilité et de tendresse qui me désarma profondément. La mort de son père semblait avoir laissé en lui un vide qu'aucune vérité ne pourrait jamais combler. Pourtant, une part de moi voulait essayer. J'ai contemplé la tasse vide et aperçu le reflet tremblant de la lumière sur le fond en porcelaine. Étrange comme tout semblait plus petit vu d'en haut, le café froid, les empreintes digitales, les ombres des fenêtres sur la table. Et pourtant, dans ce petit cercle, toute une vie de secret tenait. J'ai songé à toutes ces fois où cette même main tremblante et jeune avait pu servir son propre père sans imaginer qu'un jour, elle servirait aussi la femme qui l'avait détruite. Le temps semblait s'étirer. Les conversations dans le couloir se muèrent en un murmure lointain, et j'eus l'impression d'être prisonnier d'une bulle où passé et présent se mêlaient. Il prit une profonde inspiration et dit, presque à voix basse, « J'ai trouvé des lettres. » Mon corps a réagi avant ma pensée. Les mots ont résonné avec la puissance d'un coup de tonnerre étouffé. Des lettres. Des documents, peut-être. Des traces. Quelque chose qui avait survécu à l'oubli. Je l'ai fixé du regard, sans rien dire, et il a semblé comprendre l'importance de ce qu'il venait de révéler. Ces lettres lui appartenaient, poursuivit-elle. Elles étaient conservées dans une boîte en bois fermée à clé. Je les trouvées après sa mort. Certaines étaient adressées à vous, madame. D'autres venaient de lui, comme s'il s'écrivait à lui-même. L'atmosphère s'alourdissait. Au fond de moi, tout voulait se retirer, mais la curiosité était plus forte. La vérité que j'avais si longtemps cherchée m'était enfin parvenue, révélée par le fils même à qui tu l'avais cachée. Il s'assit en face de moi sans demander la permission et sortit une enveloppe jaunie de la poche de son tablier. Le papier semblait fragile, usé par les années et l'humidité. Le bord était déchiré et l'odeur était la même que celle des vieux souvenirs conservés trop longtemps. Un mélange de moisissure, d'encre et de nostalgie. Quand il a posé l'enveloppe sur la table, je n'ai pas pu la toucher. Il y avait quelque chose de sacré dans ce geste, quelque chose qui imposait le respect. Un silence s'est installé entre nous, et pendant un instant, nous ne savions plus quoi faire. J'en ai lu quelques-uns, a-t-il avoué. Pas tous. Mais ce que j'ai lu, m'a fait douter de tout ce en quoi je croyais. Mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression d'entendre enfin ma propre voix après des années de silence. Mais la peur était là aussi. Peur de revivre la douleur, peur de confirmer ce que j'avais toujours su, peur de réaliser que les regrets arrivaient trop tard. J'ai ramassé l'enveloppe avec précaution. Le papier était froid et rêche, comme une peau desséchée par le temps. Je l'ai ouverte lentement, savourant chaque bruit comme si le monde entier respirait avec moi. Et à l'intérieur, entre les plis du passé, son nom écrit de la même main ferme qui avait jadis signé mon arrêt de mort. La première phrase m'a frappé. Je n'ai jamais su comment gérer ce que je ressentais pour elle. J'ai fermé les yeux. Les mots résonnaient comme un murmure ancestral, venu d'un lieu où douleur et amour s'entremêlent. Un instant, l'odeur du café autour de moi a disparu. J'étais de retour dans ce bureau, avec cette odeur de papier frais, le bruit lointain de la pluie qui tambourinait contre la vitre. Et sa présence froide, dominante, mais aussi troublante. Le jeune homme fixait mon visage, cherchant à déchiffrer ce que j'y lisais. Je ne pouvais dissimuler le tremblement de mes mains. Chaque ligne de cette lettre était une cicatrice que je reconnaissais. Il avait menti, oui. Il m'avait détruite. Mais il avait aussi aimé, et c'était cet amour lâche qui le consumait en silence. La vie a parfois des façons étranges de nous rendre ce qu'on nous a pris. Parfois, la justice se présente sous les traits du hasard. D'autres fois, elle vient des mains de ceux qu'on soupçonne le moins. J'ai levé les yeux vers le garçon. Il a semblé se recroqueviller, comme s'il craignait d'être allé trop loin. J'aurais voulu dire quelque chose, mais les mots me manquaient. J'ai simplement refermé l'enveloppe et pris une profonde inspiration, essayant de comprendre ce que le destin me réservait. Ce bout de papier pouvait tout changer, ou rien. Il pouvait me libérer, ou me replonger dans mes souvenirs. Je ne le savais pas encore. Je savais seulement que le passé était revenu, et qu'il ne partirait pas sans laisser de traces. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais hésita. Le silence entre nous s'étira jusqu'à devenir pesant. C'est alors que je compris.
Il y avait plus. Quelque chose qu'il n'avait pas encore dit. Quelque chose qui pouvait expliquer pourquoi, parmi tant de cafés, parmi tant de tables, c'était lui qui m'avait trouvé ce jour-là. Et soudain, la peur et la curiosité se mêlèrent en moi comme deux rivières coulant dans la même direction, sur le point de se jeter dans quelque chose de plus grand, quelque chose auquel je n'étais pas encore prête à faire face. Il n'avait pas encore tout dit. Je le sentais. Le corps parlait avant la bouche, et son silence était assourdissant. Son regard errait, ses mains s'agitaient nerveusement, tentant de dissimuler un secret qui pesait trop lourd sur un si jeune garçon. L'enveloppe entre nous semblait palpiter. Ce n'était pas que du papier. C'était de la chair ancienne, tissée des fils d'une histoire sans fin. Il passa la main dans ses cheveux et prit une profonde inspiration, comme s'il cherchait du courage au fond d'un puits sans fond. Puis il leva les yeux et dit « Il y a encore une chose ». Le son de ces 3 mots a traversé l'espace entre nous comme un tremblement. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement attendu. J'ai appris, avec le temps, que la vérité se révèle plus clairement lorsque le silence l'invite. Il vous a laissé quelque chose, poursuivit-il. Quelque chose que je n'étais censé vous donner que si j'étais certain de votre identité. Intérieurement, mon cœur a réagi avant ma raison. Un frisson m'a parcouru l'échine, mais mes yeux sont restés sur un point. Et vous en êtes sûr maintenant ? Ai-je demandé. Il hocha la tête sans dire un mot. De sa poche, il sortit une petite boîte métallique usée, couverte de taches de rouille. Il la déposa sur la table avec la même délicatesse que celle de quelqu'un déposant un secret ancestral sur l'autel de la mémoire. Le doux bruit de l'objet touchant le bois suffit à réveiller tous les fantômes que je croyais avoir laissés derrière moi. La boîte semblait avoir été oubliée dans un grenier pendant des décennies. Le loquet était presque cassé et une fine couche de poussière recouvrait les coins. Je la touchai lentement, et la froideur du métal me rappela le contact des mains qui m'avaient jadis arraché ce qui m'appartenait. Il m'a demandé de la lui remettre en personne, a déclaré le jeune homme. Il a dit que si jamais je la retrouvais, peut-être que son nom pourrait enfin reposer en paix. Ces mots me transpercèrent comme le vent. Repose-toi. Comme si le regret, lui aussi, avait un poids, et que seule la vérité pouvait l'apaiser. J'ouvris lentement la boîte. À l'intérieur, un collier. Fin, presque invisible, mais familier. Je le reconnus aussitôt. C'était celui qu'il m'avait offert pour notre premier anniversaire, bien avant la trahison, avant le scandale, avant le silence. J'avais juré de ne plus jamais le revoir, et pourtant, il était là, intact, comme si le temps n'avait épargné que ce fragment. J'ai senti le métal froid entre mes doigts. Il était léger, mais j'avais l'impression qu'il pesait 1 tonne. Le souvenir m'est revenu avec une netteté saisissante. Le jour où il me l'a passé autour du cou en disant que « la dignité est le seul or que le temps ne vole pas ». Une ironie cruelle, car c'est précisément ce qu'il a essayé de me prendre. J'ai regardé le garçon et j'ai vu des larmes lui monter aux yeux. Il ne savait pas s'il pouvait parler, s'il devait me réconforter. Un respect silencieux régnait entre nous, comme si nous foulions un sol sacré. J'ai hésité à la porter, a-t-il avoué. J'avais peur des conséquences que cela pourrait avoir. J'ai secoué lentement la tête. La peur n'est que le début. Après vient la vérité. Dehors, le ciel commençait à se transformer. Des nuages aux teintes plombées s'amoncelaient, et la lumière de fin d'après-midi se répandait dans la pièce comme un avertissement. La moitié de l'espace était plongée dans l'ombre, l'autre moitié baignée de soleil. Une métaphore parfaite, passé et présent coexistaient, se disputant la même place en moi. Le grondement lointain du tonnerre résonna, et un instant, il me sembla entendre le pouls du temps battre. Le garçon m'observait, attendant une réaction dont j'ignorais encore la signification. Je touchai le collier une dernière fois et le remis dans sa boîte. T'a-t-il dit pourquoi il l'a gardé ? Ai-je demandé. Il hésita. Il dit que c'était pour se rappeler que tout n'est pas perdu lorsqu'on fait une erreur. Que certaines choses changent simplement de forme. Les mots flottaient dans l'air, chargés d'un sens qui m'échappait encore. Et, au même instant, quelque chose en moi commençait à se transformer. La vieille douleur semblait moins rigide, moins aiguë. Comme si, d'une certaine manière, la vérité même tardive avait le pouvoir de métamorphoser ce fardeau en leçon. Mais le calme s'accompagna d'une autre sensation, subtile et troublante. La certitude que la boîte n'était pas seulement une demande de pardon, mais aussi un avertissement. Je le regardais, tentant de déchiffrer ce qu'il dissimulait encore. Le garçon prit une profonde inspiration, retenant ses mots comme s'il avait peur de parler. L'air autour de nous sembla retenir son souffle, à l'instar de moi.
Et c'est à cet instant précis, dans cet espace suspendu entre ce qui avait été dit et ce qui restait à venir, que j'ai senti la présence du passé se rapprocher à nouveau non pas comme un souvenir, mais comme quelque chose de vivant, prêt à reconquérir ce qui restait à révéler. Il prit une profonde inspiration, comme pour lutter contre ses propres mots, et le bruit de l'air s'échappant de ses poumons sembla déchirer le silence. Je l'observais en silence, avec ce mélange de calme et de méfiance que la vie nous apprend à cultiver après tant d'échecs. Il y avait quelque chose dans son regard, une hésitation, une appréhension presque enfantine. Comme s'il savait qu'en disant ce qu'il allait dire, plus rien ne serait jamais comme avant. L'orage grondait déjà dehors. Le vent s'abattait sur les vitres, les faisant vibrer d'un grondement sourd, et l'odeur de la pluie imprégnait le café. Tout semblait conspirer à cet instant précis, la météo, le climat, le destin. Comme si l'univers se penchait légèrement sur nous, curieux de voir le dénouement d'une histoire qui tardait à se raconter. J'ai lu une dernière lettre, dit-il, la voix brisée. Mais elle n'était pas avec les autres. Elle n'était pas pour toi. Elle était pour moi. La révélation s'abattit sur la table comme un poids invisible. Il sortit de sa poche un morceau de papier froissé et plié, et le déposa entre nous. Les bords étaient usés, et le centre taché de ce qui ressemblait à une vieille larme. J'hésitais avant de le toucher. Peut-être parce que je savais déjà que certaines vérités blessent davantage lorsqu'elles sont enfin révélées. « Que disiez-vous » ai-je demandé en essayant de garder une voix calme. Il déglutit difficilement. Elle a dit que si jamais je la rencontrais, je devais l'écouter. Que je devais apprendre d'elle ce que signifie être fort sans blesser personne. Ces mots me transpercèrent comme une confession de pardon tardive. Lui, l'homme qui m'avait détruite, demandait maintenant à son propre fils d'apprendre de moi ce qu'il n'avait jamais su faire. C'était comme si le temps avait bouclé la boucle, redonnant ainsi un sens à ma douleur. J'ai regardé le garçon et j'ai soudain compris qu'il n'était pas porteur de culpabilité, mais messager de la rédemption. Sa présence n'était pas une punition, mais une conséquence. Et peut-être, moi aussi, est-ce un nouveau départ? Le bruit de la pluie s'intensifiait, frappant les vitres comme des doigts impatients. Les lumières vacillèrent et la salle commença à se vider. Le serveur, qui n'était auparavant qu'un visage parmi d'autres, me parut soudain comme le lien que le destin avait dissimulé jusqu'à ce que je sois prête à l'affronter. Tandis qu'il parlait, je me suis vu refléter dans ses yeux, non pas la femme blessée, mais la femme entière qui avait survécu à tout. Celle qui avait appris que le silence pouvait être la plus belle des réponses, et que la dignité était une force que le temps ne pouvait effacer. Sa lettre, ses mots, le collier, tout semblait converger vers un même fil invisible, comme si chaque pièce oubliée s'emboîtait à présent pour former le tableau complet. Pourtant, il manquait quelque chose. Un détail, un geste, une vérité encore tue. Et je le savais, l'histoire ne s'achève que lorsque le dernier secret est révélé. Il me regarda, hésitant, comme s'il portait une dernière confession. « Je ne suis pas venu ici par hasard », finit-il par dire. « Je vous ai cherché. » J'ai senti le sang se retirer de mon visage. « Vous me cherchiez ? Pourquoi ? Parce que tu n'étais pas qu'un simple souvenir pour lui. Tu étais la raison de tout ce qui a suivi. » Le grondement du tonnerre couvrit tout le reste. Un instant, le monde s'éteignit, ne laissant que les battements de mon cœur, comme s'il tentait de marquer le temps de l'inévitable. Un fil d'espoir et de peur dansait en moi, telles deux forces qui ne s'annulent pas, mais s'observent mutuellement. À chaque mot qu'il prononçait, la pièce semblait se rétrécir. La distance entre nous s'amenuisait, non seulement physiquement, mais aussi par la convergence de vérités, de blessures, de siècles de silence accumulés. Je lisais dans ses yeux la sincérité que son père n'avait jamais eue. Et pour la première fois, je me suis dit que le pardon n'était peut-être pas un don, mais un miroir. Cette conversation a pris une dimension qui dépassait largement notre simple échange. Elle évoquait des générations entières portant le fardeau des autres, la façon dont le temps tente de réparer les dégâts causés par la vanité. Et moi, au cœur de tout cela, je suis devenu une sorte de témoin non pas de la chute, mais de la transformation. J'avais envie de lui dire que parfois la justice se présente sous les traits de retrouvailles. Qu'il ne s'agit pas de venger le passé, mais de reconnaître ses leçons. Mais je me suis tue. Car certaines vérités n'ont pas besoin d'être dites, elles se ressentent. Il y eut un moment de silence. Un silence qui semble vous écouter. Et c'est là que j'ai compris que cette histoire n'était plus seulement la mienne. Elle touchait déjà d'autres personnes, d'autres souffrances, d'autres commencements. C'est peut-être pour cela que, lorsqu'on entend quelque chose qui réveille un vieux souvenir, on ressent le besoin de laisser une trace, un mot, un commentaire non pas pour donner son avis,
mais pour dire « je comprends aussi ». Dehors, la pluie continuait de tomber, persistante, presque poétique. Et je savais, au fond de moi, que sa prochaine phrase allait tout changer. Il prit une profonde inspiration, posa les mains sur la table et me regarda avec une fermeté qu'il ne m'avait jamais montrée auparavant. Le temps semblait suspendu, en attente. Car ce qu'il allait révéler ne serait pas une simple explication. Ce serait le tournant que j'attendais depuis toujours. Il me fixait, les yeux fermes et humides, comme si la vérité y était emprisonnée, luttant pour s'échapper. Le bruit de la pluie dehors était devenu un murmure constant, presque hypnotique, et le monde semblait se réduire à cette table, à ce regard, et au secret qui pesait encore entre nous. Un instant, j'eus l'impression que le temps retenait son souffle. Tout était suspendu à la phrase suivante. « Mon père ne vous a pas détruit tout seul, dit-il finalement. » La phrase jaillit comme un éclair. Une décharge électrique me parcourut le corps, et le souvenir du passé me revint tel un éclair au ralenti. Il poursuivit, hésitant, comme quelqu'un qui marche sur un terrain instable. Il y avait des gens qui aidaient. Des gens qui en tiraient profit, qui avaient besoin de vous écarter du chemin. Les mots planaient entre nous, fendant l'air. Je le fixais, tentant de deviner ce qu'il savait. La salle était presque vide, les chaises empilées dans un coin, et les lampes projetaient de longues ombres sur le sol humide. L'atmosphère semblait se prêter à cette révélation, comme si chaque son, chaque goutte, allait confirmer un vieux pressentiment. « A-t-il laissé des noms » ai-je demandé, à voix basse, presque en chuchotant. Le garçon hocha la tête. Il sortit un autre morceau de papier de sa poche, petit et déchiré cette fois, comme s'il avait été arraché à la hâte d'un cahier. Lorsqu'il le posa sur la table, mon cœur s'emballa. 3 noms y étaient inscrits. 3. Je les ai lus lentement, un par un. Et chaque nom était une cicatrice que je croyais avoir oubliée. Des gens qui avaient souri avec moi, qui m'avaient serré dans leurs bras, qui m'avaient juré fidélité et qui, de toute évidence, avaient contribué à me précipiter dans l'abîme. Le silence entre nous s'épaissit, devint pesant, presque palpable. J'éprouvais un étrange mélange de soulagement et de colère. Soulagement de voir enfin clairement les visages des traîtres. Colère de réaliser que, même après tant d'années, certains dormaient encore paisiblement avec le mal qu'ils avaient commis. La pluie redoubla d'intensité. Dehors, des éclairs zébraient le ciel, illuminant le café quelques instants. Chaque éclair semblait révéler plus que les lampes ne pouvaient en dire. Ce jeu d'ombre et de lumière reflétait parfaitement ce que je ressentais. Clarté et confusion dansant côte à côte, sans s'annuler. Le garçon parla doucement, presque comme s'il confessait quelque chose d'interdit. Il a écrit qu'il était un lâche. Que lorsqu'il a compris ce qu'il faisait à la femme, il était trop tard. Qu'il a essayé de se racheter, mais que la peur de tout perdre l'a réduit au silence. J'ai fermé les yeux. Le bruit des gouttes contre la vitre ressemblait à des applaudissements lointains, ou peut-être un jugement. J'ai repensé à toutes ces fois où le silence des autres m'avait fait plus mal que l'injustice elle-même. À toutes ces fois où la peur s'était déguisée en neutralité. J'ai regardé le jeune homme, et j'y ai perçu de la tendresse. Il portait le poids de son erreur, mais aussi le courage de l'affronter. Et c'est dans ce contraste que j'ai trouvé un espoir, car là où règne un véritable repentir, un nouveau départ est possible. Les souvenirs se sont mélangés dans mon esprit, le visage de l'homme qui m'avait accusé, les expressions glaciales de ceux qui étaient restés silencieux, la solitude qui s'en est suivie. Et, en même temps, le sentiment d'avoir désormais quelque chose que je n'avais pas auparavant, le pouvoir. Non pas le pouvoir de détruire, mais celui de décider quoi faire de la vérité. Le vent s'engouffra par une fente dans la fenêtre, faisant claquer les pages de la lettre. C'est alors que je remarquai une tache sombre dans un coin de la feuille où figuraient les noms. Du sang. Peut-être le sien. Peut-être un souvenir d'autre chose. Curieusement, ce doute ne m'effraya pas. Il ne fit que confirmer le poids de ce fragment d'histoire. J'ai levé les yeux et je l'ai vu me fixer, attendant ma réaction avec impatience. Mais ce que je ressentais était indescriptible. Il n'y avait pas assez de colère pour exprimer le passé, ni assez de pardon pour apaiser le présent. Il n'y avait que la conscience. Il prit une profonde inspiration. Je devais te le dire. Je ne pouvais plus le savoir et faire comme si ce n'était qu'une coïncidence. J'ai hoché lentement la tête, laissant le silence nous envelopper à nouveau. Au fond de moi, je savais que cette révélation n'était pas la fin. C'était simplement le moment où les ténèbres commençaient à se dévoiler. Un éclair illumina un instant son visage, et dans ce bref éclair, je vis quelque chose qui me troubla, une peur nouvelle. Quelque chose qu'il savait,
mais qu'il n'avait pas encore osé exprimer. C'est alors que j'ai compris. Il y avait encore une part d'ombre à cette histoire. Quelque chose de plus vaste, de plus dangereux, peut-être de plus intime. Et il luttait contre cela, pesant le risque de révéler ce qui pourrait tout changer. Dehors, la tempête faisait rage, mais le véritable tonnerre restait coincé dans sa gorge. Je le sentais. Et lorsqu'il se décida enfin à ouvrir la bouche, je compris que rien de ce que j'avais découvert jusqu'alors ne pouvait se comparer à ce qui allait suivre. Il ouvrit la bouche, la referma, comme quelqu'un qui sonde la température d'un abîme. La pluie avait faibli, et chaque goutte qui ruisselait sur la vitre traçait un chemin incertain, à l'image des différentes versions de cette histoire. J'entendais la cuisine en arrière-plan, la vaisselle qui s'empile, l'eau qui s'écrase sur le métal, la vie qui tentait de reprendre son cours normal tandis que l'extraordinaire nous étreignait. Il baissa les yeux et lorsqu'il me regarda à nouveau, j'y vis une lassitude qui n'était pas seulement la sienne. Elle était héritée. Elle était ancestrale. Le nom de famille. Commença-t-il, et l'atmosphère se refroidit. Et celui de quelqu'un qui travaille encore sous le nom de mon père. Quelqu'un qui a prospéré grâce à sa chute. Le mot a prospéré et s'est enraciné à la table entre nous. Un instant, j'ai vu des couloirs de verre, des tapis sensibles au bruit des talons, des réunions où la politesse avait un parfum de fer. J'ai revu la pièce d'où l'on m'avait congédié avec un sourire indifférent, et une autre personne assise à ma place, comme si elle portait un manteau de prix. Le souvenir est entré dans le café avec le vent, des regards qui me dévisageaient, des compliments vides. « Vous êtes si élégante », dit de la même bouche qui murmurait « Elle est hors de propos ». Il repoussa le papier avec les noms, comme s'il brûlait. Je reconnus le troisième. J'avais serré cette main. J'avais fait confiance à cette main. Le doute et la confiance se livraient une lutte acharnée en moi, tels deux animaux pris au piège dans la même cage. La lumière de la lampe vacilla, et son visage devint mi-ombre, mi-lumière. Cette coupure dans la lumière me déchira la poitrine. Une partie de moi voulait crier, l'autre voulait comprendre. « Il y a plus que ça », dit-il d'une voix rauque. Ce n'était pas seulement de l'ambition. Ils avaient peur de ce que tu pouvais prouver. Cette phrase a ouvert une porte dont j'ignorais l'existence. Pour le prouver. Ce mot a allumé une petite lampe dans une pièce restée close pendant des décennies. Je me suis souvenu d'un classeur bleu marine, de feuilles de calcul que j'avais créées à l'époque où le travail était encore un lieu sacré. J'anticipais les erreurs qu'ils appelaient « ajustements ». J'organisais des chiffres qui, entre de bonnes mains, auraient disparu comme par magie. Et quand je les questionnais, ils souriaient largement, tiraient des chaises, apportaient du café, et sous la table, sciaient les pieds de ma chaise. Le vent souffla de nouveau, agita une serviette et j'entendis le froissement du papier qui glissait. L'enveloppe jaunie semblait respirer. Un instant, je songeais à ouvrir une autre lettre, comme si une ligne de plus pouvait me guérir. Mais mon corps exigea une pause. J'avais l'impression d'être dans le couloir d'un vieil hôpital, des portes identiques, des noms effacés, et la certitude que, derrière l'une d'elles, se cache une vérité qui blesse et guérit à la fois. Le garçon se massait le poignet. Un petit geste humain qui me soulagea un instant du poids de la scène. En lui, je voyais les deux extrémités de ce fil conducteur. Le garçon qui avait hérité de la peur et l'homme qui choisit le courage. Cette dualité m'apaisait autant qu'elle m'électrisait. Car le courage des autres est beau, mais il n'atteint sa plénitude que lorsqu'il se mue en notre propre décision. « Il y a une dernière chose, dit-il, presque en s'excusant avant de parler. La personne qui a connu un succès fulgurant donne une conférence aujourd'hui. Tout près. Il célèbre un parcours inspirant. L'ironie me transperça comme un souffle froid. Un voyage inspirant. Le plafond sembla s'abaisser légèrement. Je voyais l'auditorium comme si j'y étais, lumière blanche, agencement discret, panneau acrylique sur scène, micro courbé comme une oreille attentive uniquement à ceux qui parlent fort. Je voyais des images fugaces, des trophées de verre, des mains qui applaudissaient, et des mots ronds qui s'insinuaient dans des oreilles avides d'histoire à la fin heureuse. Entre nous, la petite boîte métallique attendait. J'ai effleuré le bord du doigt, senti sa rugosité, et une étincelle m'a parcouru le bras. Le collier, le papier avec les noms, la lettre à mon fils. Tout convergeait vers le même endroit. Une pièce trop éclairée à mon goût. J'ai repensé à la jeune fille que j'étais, aux ascenseurs qui fermaient leurs portes une seconde avant mon arrivée, au sourire qui s'effaçait à la vue de mon reflet. J'ai repensé aux fois où l'on me demandait de parler plus doucement, de m'habiller plus sobrement, d'accepter les choses plus facilement. J'ai repensé à cette douceur qu'on exige de nous comme preuve de gratitude d'être là. La cuisine laissa tomber une assiette,
et le craquement résonna dans le café comme un signal. Le garçon sursauta. Pas moi. J'ai appris à ne pas trembler au bruit d'une chute. Je regardais par la fenêtre. La rue luisait d'un éclat humide, et les flaques d'eau contenaient des fragments de ciel. L'auditorium n'était pas visible d'ici, mais je le percevais comme une montagne blanche et lisse, faite pour transformer les fardeaux en mots magnifiques. « Pourquoi m'as-tu vraiment cherché ?» ai-je demandé, ayant besoin d'entendre autre chose que le passé parler pour lui. Il respira avec une sincérité perçante. « Pour que son histoire s'achève avec moi. Et la vôtre, continue avec vous, madame. » Cette phrase a créé un pli dans le temps. D'un côté, la femme qui a rassemblé ces fragments de dignité et les a gardés en silence. De l'autre, celle qui comprend enfin qu'aucun silence ne peut désarmer un mensonge habilement dissimulé. Au milieu, un fils remettant la clé d'une porte que son père n'a jamais eu le courage d'ouvrir. Un rayon de lumière lointain illumina le fond du café, et un instant, je vis mon visage dans la vitre, plus fort que dans mes souvenirs, plus fatigué que je ne l'aurais souhaité, plus lucide que jamais. Le doute et la confiance s'entremêlaient encore, mais il ne se livrait plus à une lutte, il s'observait. Et dans cette observation intime, quelque chose se positionna en moi avec un calme inquiétant. Ce n'était pas la précipitation. C'était la précision. J'ai plié le papier avec les noms et les rangé soigneusement. J'ai refermé la boîte lentement, comme on referme un livre au dernier moment pour le reprendre plus tard sans s'essouffler. Le garçon attendait, sans se presser. La pluie a enfin cessé, et le café a de nouveau embaumé le pain chaud. La vie, insolente, continuait son cours. J'ai levé les yeux et le poids sur ma poitrine s'est déplacé, comme un meuble qu'on déplace pour faire de la place. La lumière de l'après-midi a percé une nouvelle fissure et a strié la table. Dans le sillage de cette traînée, une idée a trouvé sa place, encore sans nom. Je l'ai laissée là, respirant discrètement, comme quelqu'un qui prend ses repères. Dehors, les feux tricolores changeaient de couleur avec régularité, et un groupe de personnes courait pour échapper à la bruine. La ville vivait à son propre rythme, indifférente à ce qui s'agitait en moi. Je posais les mains sur le bois, sentant son grain comme si je lisais une histoire en braille que moi seul savais déchiffrer. Et, dans le bref intervalle entre la dernière goutte d'eau du caniveau et le premier sifflement d'un moteur de bus, je compris que ce qui m'attendait ne serait ni simple, ni sans embûche, ni immédiat. Mais il y avait un chemin. Et il commençait, clair et silencieux, précisément à l'endroit où l'ombre et la lumière n'ont pas encore décidé à qui elles appartiennent. La lumière filtrait à travers les interstices du store tandis que je me levais. Le café semblait différent, plus lumineux, comme si l'air avait réappris à respirer. Le jeune homme était toujours là, silencieux, mais quelque chose avait changé sur son visage. La culpabilité avait fait place à une étrange sérénité. Il n'avait plus à porter le poids de son père et moi. Pour la première fois depuis des décennies, je n'avais plus à porter le poids d'être la blessure. J'étais désormais la cicatrice. Dehors, le sol encore humide reflétait un ciel qui commençait à se dégager. Je me dirigeais vers la porte d'un pas assuré, sentant le collier dans ma poche comme un poignet, un souvenir vivant. Chaque goutte qui ruisselait sur le verre semblait traduire ce qui se passait en moi. Quelque chose d'ancien se dissolvait, sans pour autant disparaître. Cela trouvait simplement une autre façon d'exister. Le garçon s'approcha avec hésitation, comme s'il avait encore quelque chose à dire. Que allez-vous faire maintenant ? Demanda-t-il d'une voix basse et respectueuse. J'ai hésité à répondre. J'observais les gens sur le trottoir, le va-et-vient incessant, le reflet dans les vitrines. Le monde ne s'était pas arrêté pour ma douleur et c'était peut-être précisément ce qui le rendait beau. Ce que je fais toujours, ai-je répondu. Continuez. Mais maintenant, d'une manière qui fera que le passé ne me reconnaîtra plus. Il sourit d'un sourire simple et humain, comme quelqu'un qui comprend que certaines batailles n'ont plus besoin de sang, seulement de vérité. Et la vérité, je l'ai compris, ne résidait ni dans les lettres, ni dans les noms, ni dans les regrets. Elle résidait en moi après tout cela. La part qui avait survécu. J'ai jeté un dernier regard au café. Les tables vides, l'odeur du pain frais et du café, le bruit lointain de la pluie qui ruisselait encore des tuiles. Tout semblait porter l'écho de la scène que nous venions de vivre, comme si le lieu avait été témoin d'un événement à jamais révolu. Je suis reparti avec le sentiment que le monde, bien qu'immuable, me voyait différemment. La rue m'accueillit au son des moteurs et des pas, la vie quotidienne reprenant son cours. Mais je ne marchais plus comme avant. Mon silence avait un sens, ma respiration une précision. Le collier dans ma poche était plus léger, mais plus précieux. Il était comme le symbole de ce que je n'avais plus besoin de cacher.
En marchant, j'imaginais l'auditorium, à quelques rues de là, illuminé et résonnant d'applaudissements. Des gens parés des atours du succès, des discours répétés, des regards avides d'inspiration superficielle. Et au milieu de tout cela, un nom célébré, un nom qui m'avait coûté si cher. J'ai songé à m'y rendre, à me fondre dans la foule, invisible et indemne, juste pour voir l'éclat s'éteindre lorsque la vérité commencerait à se répandre d'elle-même. Car désormais, je détenais le pouvoir de l'histoire, et une histoire, bien racontée, est la vengeance la plus silencieuse et la plus dévastatrice. J'ai pris une profonde inspiration. L'idée n'était pas de détruire, mais de remettre les choses à leur place. La vérité, lorsqu'elle est dite au bon moment, est comme un miroir rendu au mur. Celui qui a le courage de regarder verra ce qu'il a construit. La brise portait l'odeur de l'asphalte mouillé et une lueur d'espoir. Je savais que ce n'était que le début d'une justice plus sévère. Peut-être n'y aurait-il ni applaudissements, ni témoins, mais chaque pas que je faisais désormais était un acte de justice. Une justice sereine, rendue sans cri, sans colère, avec la seule dignité qu'ils avaient tenté de me voler. Le jeune homme me regardait toujours à travers la porte vitrée. J'ai levé la tête et hoché brièvement le visage. Il avait compris. C'était une compréhension qui se passe de mots, le lâcher-prise, l'abandon symbolique d'un cycle qui s'achève. J'ai continué à marcher jusqu'au carrefour. Le feu est passé au vert et le soleil a enfin percé les nuages. La ville semblait entière et renaître. J'ai senti sa chaleur me caresser le visage et c'est alors que j'ai compris. Ce n'était pas seulement la fin d'une histoire. C'était la renaissance de celui qui l'avait raconté. Beaucoup l'appelleraient pardon, mais le terme juste est liberté. La liberté de se retourner sur le passé sans en ressentir le poids, seulement la leçon. La liberté d'avancer sans craindre d'être confondu avec l'image qu'ils ont faite de moi. La liberté de savoir que, lorsque la vérité triomphe, la justice n'a pas besoin d'être vengeresse. Elle se manifeste simplement, avec élégance. Et c'est pourquoi, lorsqu'on arrive à ce stade, lorsqu'on ressent cette même boule dans la gorge et ce même désir de voir triompher la justice, quelque chose change en soi. Car des histoires comme celle-ci ne se contentent pas d'être racontées, elles se vivent. Si elle vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose que le temps a tenté d'effacer, laissez votre empreinte. Un geste simple, silencieux, mais qui dit « Moi aussi, je choisis la vérité ». Aujourd'hui, quand je regarde mon reflet dans la vitrine, je ne vois pas la femme qui a perdu. Je vois celle qui est restée. Et c'est elle qui continuera. Car la vie, au final, finit toujours par rendre l'appareil, mais seulement à ceux qui ont le courage de rester debout.